Ravie d'être là pour cette matinale sur les deep tech et le go-to-market des deep tech. Euh, on va passer 1 heure ensemble. Je suis Alexia de Bernardi, je suis la dirigeante d'Impactus. Et ce matin, nous sommes plusieurs à avoir préparé cet événement. Notamment, je vais partager le floor avec Sarah Slimani, qui est experte en financement et investissement chez Sharpstone. Bonjour Sarah. Bonjour à tous. Nous, nous aurons également 2 entrepreneurs deep tech qui vont se joindre à nous, en l'occurrence donc des entrepreneurs deep tech que nous avons accompagnés avec Sarah, en l'occurrence Johan Abou. Je vais pousser ma fenêtre Teams, pardon. Bon, c'est pas grave. Johan Abou et Victor Champenet, qui sont tous les deux cofondateurs de 2 sociétés deep tech, donc Guitar Social Club et Dioverse, qui ont travaillé sur le go-to-market et sur leur financement. Et nous partagerons cette expérience. Et puis, pourquoi, voilà, avant de commencer, j'avais envie de vous préciser 2 choses concernant le choix de cette thématique. Pourquoi les deep tech et qu'est-ce qu'une deep tech d'abord, puisqu'on a eu cette question dans le formulaire d'inscription. Des entrepreneurs se demandaient est-ce que je suis une deep tech? Donc, une deep tech, c'est une offre technologique, une très forte barrière à l'entrée technologique. Donc, si vous avez, par exemple, fait travailler 4 développeurs pendant 6 mois, ce n'est pas une deep tech en général. Donc, une deep tech, c'est disruptif. Ça sort ou d'un laboratoire de recherche, ou bien vous êtes constitué d'une équipe d'ingénieurs de très haut niveau. Donc, si vous avez des doutes deep tech, pas deep tech, n'hésitez pas, il y aura une séance de questions tout à l'heure. Et sinon, allez sur le site lesdeeptech.fr de la BPI. Et l'autre particularité des deep tech, qui est la conséquence, c'est qu'aller chercher des clients, c'est extrêmement long. Et donc, il faut encore plus chercher à dérisquer vos projets par rapport à une start-up technologique, par exemple par rapport au SaaS B2B. L'idée, c'est que vous allez devoir tenir dans la durée jusqu'au premier client. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on appelle un premier client. Et donc, comme c'est extrêmement long, parce que derrière, il y a tout un travail de R&D sur le produit. Et donc, aller chercher les premiers clients, qui est le thème de ce matin, c'est souvent aller chercher des premiers proof of concept, des premiers MVP, qui vont vous amener parfois un peu de CA, mais parfois pas. Les premiers users, c'est surtout une opportunité d'avoir de la crédibilité vis-à-vis de vos investisseurs, de vos partenaires. C'est l'objectif, c'est d'aller chercher les premiers résultats qui vont prouver que votre techno a effectivement de la valeur et amène une valeur ajoutée. Et ensuite, petit à petit, au fil des années, vous allez aller chercher cette fois-ci des vrais clients qui vous amèneront peut-être du chiffre d'affaires. Et donc, deuxième petite précision dans mon introduction, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette thématique de la mise sur le marché d'une deep tech? C'est non seulement parce que c'est notre métier avec Sharpstone et Impactus, mais également que pour la plupart, vous êtes des profils ingénieurs, doctorants, techniques, scientifiques, et donc forcément, le volet business, financier, client, c'est pas votre zone de confort, il faut l'avouer. Donc, on a conçu avec Sarah cet événement comme interactif avec beaucoup de questions, mais aussi très compact. Donc, il y aura beaucoup de contenu. L'idée, c'est surtout d'aborder pas mal de sujets et de vous donner ensuite la possibilité de pouvoir nous rencontrer en one-to-one. Donc, on vous donnera des liens tout à l'heure pour aller plus loin dans le détail de vos projets. Alors, en termes d'agenda pour notre matinée, je vous propose en 4 parties. Nous aurons 15 minutes où je vais présenter la méthodologie de Go-to-Market Deep Tech Impactus avec des REX. Ensuite, Sarah présentera comment financer cette mise sur le marché avec toute sa méthodologie Sharpstone. Et puis, nous aurons les 2 témoignages de Johan et de Victor et vous pourrez poser toutes vos questions. Alors, avant d'attaquer, je voudrais regarder du coup les résultats de l'icebreaker que j'ai lancé tout à l'heure pour savoir quelles sont les différences entre le commercial et les sciences. Et effectivement, alors, les sciences sont des recherches qui essayent de trouver des inventions en posant des hypothèses. Le commercial, c'est la recherche de clients par des solutions.
et ça permet d'anticiper, de promettre. La science, le message est plus prudent et vérifié. Ah, une notion de vérification de prudence. J'aimerais bien si vous pouvez alimenter tous le chat de la réponse à cette question, parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Vous réfléchissez quelles sont toutes les différences entre le commercial et les sciences. D'ici là, j'attaque donc le sujet du go-to-market. Chez Impactus, on a tendance à dire pas de clients, pas de boîte, hein, pas de clients, pas de subventions, de prêts, d'investisseurs. Je ne vous parle pas ici forcément de chiffre d'affaires, hein. On va parler ce matin de clients. Et finalement, un client, c'est quelqu'un qui aurait besoin de votre boîte. Et donc, un banquier est un client, un VC, un business angel est un client. Un premier user, un industriel qui veut un POC gratuit est un client. Et donc, vous avez tout intérêt à vous y intéresser, même si vous êtes le CTO de la boîte. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, personnellement, je vais me présenter. Je suis donc Alexia Bernardi, repeat entrepreneur depuis 20 ans. J'ai une formation d'ingénieur ENSTA, IP Paris, sur le plateau de Saclay, où j'ai la chance aussi d'enseigner dans plusieurs écoles du plateau de Saclay. Et également, je suis diplômée d'HEC entrepreneur et advisor Deep Tech. J'ai beaucoup d'expérience entrepreneuriale. J'ai notamment moi-même présidé, fondé 3 boîtes au croisement des sciences et de l'éducation, et ce qui m'a permis aussi de devenir investisseur à mon tour. Suite à ça, il y a 2 ans, j'ai voulu lancer Impactus, l'accélérateur du go-to-market. Et l'idée, c'est de faire en sorte que votre innovation, votre techno, soit aussi achetable et finançable. Et nous avons développé avec Romain Lavielle, mon associé, qui a le même profil que moi, eh bien, nous avons développé Impactus, qui est une méthodologie que, notamment, alors il y a plein de choses, mais on va vous présenter quelques postulats qui guident notre méthodologie. Tout d'abord, il y a vraiment une histoire de prise de conscience très importante. Et s'il y avait peut-être qu'une chose à retenir de toute ma partie, c'est bien ça, c'est que le cerveau de l'être humain, le vôtre comme le mien, comme ceux de vos clients, déteste changer d'habitude. Le cerveau préfère la routine. Donc, changer d'habitude est la pire difficulté des êtres humains, car il faudrait changer les trajets dans le fonctionnement neuronal. Donc, achetez votre solution qui est innovante, ça représente un danger pour le client parce qu'il va falloir changer d'habitude. Il faisait autrement. Et si vous êtes passé peut-être d'iPhone à Android, ou si vous étiez viandard et que vous êtes passé au VG, eh bien, il y a des phases de doute, de test. On va être influencé par les autres, on va voir plein d'objections et ça va mettre beaucoup de temps. Donc, les gens faisaient autrement avant vous et ils ne vont pas changer d'habitude pour votre offre si le ratio entre l'effort ou la prise de risque que ça va représenter pour eux n'est pas compensé par un retour sur investissement, un bénéfice nettement supérieur qui va éventuellement les inciter à prendre ce risque et à faire tous ces efforts pour changer d'habitude. Et c'est d'ailleurs pour ça que les VC savent très bien que c'est un effort énorme d'aller convaincre quelqu'un de changer d'habitude pour tester une innovation. Et c'est pour ça que les VC n'investissent jamais quand il y a juste une amélioration incrémentale apportée par une solution, mais ils veulent vraiment une disruption car il va falloir compenser cet effort colossal pour aller convaincre vos futurs clients. Alors pour ça, ce matin, je vais vous partager 5 questions et 3 leviers, donc 5 questions à vous poser pour aller convaincre et trouver ces futurs users. La première question est une question en lien avec l'alignement, votre alignement, en quoi vous êtes vraiment bien dans votre place de fondateur, c'est comment aimer vous intéresser au client, puisqu'on a vu que ça allait être extrêmement difficile pour lui, il va falloir s'intéresser à lui. Il y a beaucoup de critères derrière ça chez les ingénieurs scientifiques, profils techniques. Je vais aujourd'hui me focaliser sur certaines croyances limitantes propres aux projets scientifiques et au deep tech. Le premier, c'est que certains me disent parler d'argent, c'est renier mon statut de scientifique. Alors, si c'est votre cas, dites-vous bien que de l'argent, quand on est scientifique, on en a toujours besoin. Peut-être que vous auriez aimé être chercheur dans le public. Il y a quand même un client, en l'occurrence l'État ou le laboratoire. Et vous-même, tout ce que vous utilisez ce matin, l'ordinateur qu'on a fait, qui a été fait pour se voir ce matin, a été conçu par un entrepreneur, vous l'avez acheté, la façon dont vous êtes habillé, ce que vous avez mangé ce matin, tout ce qu'on fait est conçu par des entrepreneurs et c'est le principe
de la société dans laquelle on vit. Autre biais à craquer, certains me disent, mais en fait, je suis addict à mon offre et c'est totalement addictif, donc je n'ai pas le temps pour faire autre chose. Si c'est votre cas, j'ai envie de vous dire que vous gâchez totalement votre potentiel si vous n'êtes que focus sur la tech. Et si 90% des boîtes échouent, c'est bien que vous auriez intérêt à vous intéresser aux clients. Autre objection, certains me disent dans le go-to-market et les clients, il y a trop d'inconnus. Et en tant qu'ingénieur, on a besoin de maîtriser et de contrôler les choses. Ce que je vous propose, c'est ce qu'on va voir, c'est qu'il y a plein de choses que vous pourriez maîtriser dans la relation commerciale. D'autres enfin me disent, j'ai vraiment pas envie. Le commercial, c'est faire le show, ça me fatigue d'avance. Là aussi, on verra qu'en fait, vendre et s'intéresser aux clients n'a rien à voir avec ça. Et enfin, dernière croyance limitante à craquer de votre côté, c'est le sentiment d'imposteur. Pourquoi cette personne en face de moi aurait envie de payer pour ce que nous sommes en train de faire? Et donc, si c'est le cas, là aussi, on va voir, justement. Et d'ailleurs, c'est la première question que je vous invite à vous poser. Pourquoi les gens paieraient-ils pour ce que vous faites? Là, cette fois-ci, on va s'intéresser au pilier de la pertinence de votre offre. Parce que souvent, on est tellement passionné par, on dit même amoureux de son offre, qu'on en oublie d'objectiver la valeur pour le marché. Et donc, souvenez-vous, il faut avoir des preuves pour que ça vaille le coup pour le client. Parce que le client, il voit surtout des risques, il va falloir changer d'habitude. Donc là, sur cette partie, j'ai envie de dire, oubliez votre amour pour votre offre, allez chercher des preuves. Pourquoi paierait-il? Il paierait uniquement si et seulement si, j'ai envie de dire, il y a de la valeur ajoutée objective. Donc, pour faire ça, on a créé cette matrice d'épreuves chez Impactus. On vous invite à rencontrer entre 50 et 80 personnes et aller essayer d'objectiver votre valeur ajoutée. Hein, souvenez-vous aussi, ce qui ne se mesure pas n'existe pas quand on est scientifique. Et donc, quand on vend, eh bien, on va aller chercher le point de douleur de chacune de nos cibles. Vous allez rencontrer des grandes boîtes, des petites boîtes, des verticales artisans, des mères au foyer, des enseignants, des B2C, des distributeurs. Vous allez rencontrer plein de gens dans votre écosystème intéressés par potentiellement votre solution. Vous allez décrypter leurs problèmes à résoudre et vous allez surtout décrypter quelle est l'intensité de ce problème à résoudre. Parce que comme c'est très compliqué de faire changer l'habitude d'un client, on vous encourage à ne vous intéresser qu'à ceux où le problème est tellement intense que ça les empêche de dormir. C'est une expression bien connue en entrepreneuriat. Mais ce n'est pas tant là, en général, ça, en général, vous le faites très bien. Et d'ailleurs, pour chaque cible, vous définissez le périmètre de votre offre. Mais là où on vous invite à être particulièrement vigilant, et vous êtes scientifique, vous allez très bien y arriver, c'est ici. Quelle est la preuve chiffrée que oui, je réponds bien aux besoins de telle cible? Et c'est effectivement là, je remets cette petite colonne, que souvent le bas blesse, car on est tellement persuadé qu'on a de la valeur que parfois, on va chercher des arguments qui démontreraient qu'on apporte de la valeur, qui sont en fait déconnectés avec le problème à résoudre. Je prends l'exemple, je côtoie, moi, parce que par ailleurs j'ai un passé aussi dans le management, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs dans le domaine des RH, dans le sujet de l'engagement. Ils veulent lutter contre les envies, les désengagements des Français, les taux de démission. Eh bien, ils ne peuvent pas s'empêcher de rattacher ça à des statistiques qui disent que X% des Français veulent démissionner, que X%, il y a X milliards d'euros générés par les problèmes de RPS. Sauf qu'en fait, ils n'arrivent jamais à démontrer que précisément le bout de leur offre, une enquête, un atelier, agit effectivement sur ce levier-là. Il n'y a en fait aucune preuve, voire même c'est totalement irréaliste, puisque le taux d'émission est protéiforme. Donc, allez chercher uniquement des preuves en lien direct avec votre offre. Il faut qu'il y ait un lien de cause à effet entre le petit problème et l'offre que vous allez, la réponse que vous allez apporter. Troisième question à vous poser. Cette fois-ci, on est en lien avec le pilier des méthodes de prospection. Comment limiter le risque ressenti par le client? Tout à l'heure, je vous ai dit que le client ayant une aversion à la prise de risque, il avait du mal, son cerveau avait du mal à changer d'habitude.
Et donc, il fallait que le bénéfice, la valeur, soit nettement supérieur au risque ressenti par le client. Donc, on a vu avec les deux premières questions comment optimiser la démonstration de la valeur de votre offre. Désormais, on va, si quelqu'un peut couper les micros, ce serait super, merci. Désormais, on va regarder comment mettre en avant tous vos atouts objectifs, qui sont souvent des éléments que vous avez, mais comme vous êtes scientifique, souvent vous détestez vous mettre en avant, mais il y a des éléments objectifs qui vont limiter le risque ressenti par le client. Pour ça, on a créé cette roue des freins à l'achat. Chaque personne a peur de sa réputation. Les clients ont peur de la réputation qu'ils peuvent avoir si jamais ils prenaient un risque à tester votre offre. Donc là, on va chercher des éléments factuels. Et on ne cherche pas à faire le show, on va aller chercher des logos, des chiffres, des photos pour rassurer. Vous allez donc notamment vous assurer d'être présent sur les réseaux sociaux pour démontrer que vous existez un minimum. Vous allez aller chercher des témoignages clients, des verbatims, des logos, même si ce sont des témoignages gratuits, des clients qui ont été gratuits. Vous allez faire en sorte d'adopter les codes professionnels, corporate du milieu dans lequel vous êtes, quitte à vous former. Vous allez mettre en avant sur une seule slide tout ce qui prouve que vous êtes solide et reconnu dans votre marché, les diplômes, les logos de vos écoles, si vous êtes certifié, si vous êtes dans des fédérations, si vous avez des labels, etc., etc. Vous allez surtout, bien sûr, très rapidement mettre en valeur aussi votre équipe, vos partenaires. Le client voit comme un risque un entrepreneur qui démarre et qui est seul. Vous allez constituer un comité stratégique, vous allez mettre donc les logos et les expériences de vos équipes et partenaires. Vous allez également anticiper le fait qu'il est effrayé par les sujets de RGPD, de confidentialité, de souveraineté de la donnée, et vous allez anticiper ça et afficher, sans qu'il le demande, les 2-3 éléments qui démontrent que vous le faites. Vous allez aussi le rassurer sur le fait qu'il peut tester, qu'effectivement vous apportez de la valeur. Est-ce qu'il peut tester? Est-ce qu'il y a des vidéos, des démonstrations des clients qu'il peut appeler? Vous allez faire en sorte que tout soit extrêmement simple et que de la commande à la prise de rendez-vous, au partage de votre présentation, à la venue sur place pour voir ce que vous faites, tout est hyper fluide et simple. Make it simple, client will love it. Vous allez faire en sorte qu'il n'y ait aucun risque pour le client, en tout cas vous le minimisez, car il a peur de la réversibilité. Si on ne travaille pas avec cet entrepreneur, que va-t-il se passer? Est-ce que ça va casser l'existant qui marchait tellement bien? Et vis-à-vis du prix, vous ne serez en tout cas pas étonnant par rapport à ce qui se fait sur le marché. Avant-dernière question, très rapidement, c'est cette fois-ci sur les techniques de prospection. Vous allez devoir réfléchir à bâtir une tactique pour contacter 140 fois plus de prospects que vous ne pensiez. Alors, pourquoi 140 fois plus? Je vous donne 3 chiffres. En moyenne, toute offre confondue, un devis sur 4 se transforme en commande. Or, pour avoir un devis, il faut déjà décrocher un premier rendez-vous. Et un rendez-vous avec un client, c'est en moyenne 5 tentatives. Or, de plus, un client signé, c'est en moyenne 7 rendez-vous. Donc, quand vous faites ce calcul, 5 fois 7 fois 4, eh bien, en moyenne, si vous voulez un certain nombre de clients, en fait, il faudra tenter d'en avoir 140 fois plus, puisque vous allez avoir énormément de perditions. Dernière question, je clôture rapidement. Il va falloir aussi vous poser la question de comment mettre de la récurrence. Pourquoi? Eh bien, quand vous voyez que l'effort de prospection est 140 fois supérieur à ce que vous auriez peut-être imaginé, autant faire se peut mettre de la récurrence pour limiter d'atteindre ce chiffre. Donc, en conclusion, je suis allée rapidement sur plein de notions. La mise sur le marché d'une innovation, c'est une science, c'est une discipline. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce sujet-là, voyez-le comme un problème scientifique à craquer, car il y a des lois, des patterns, des hypothèses, des cas d'usage, des statistiques, de la data qu'on fait mon icebreaker du début. Il y a beaucoup de différences, effectivement, mais en même temps, tellement de points communs entre les sciences et le commercial. En une minute, qui sommes-nous Impactus? Et après, je laisse la parole à Sarah sur le financement. Avec nous, avec Impactus,
vous transformez votre belle technologie en une offre achetable et finançable durablement. On commence déjà, on applique aussi ce qu'on vient de vous dire, avoir des statistiques de résultats, on a des super notes sur Google, on a plein de partenaires qui nous font confiance. Et en 2 mots, on a aussi plein de formules, mais notre fonctionnement est assez atypique puisqu'il s'agit de 100% distanciel. C'est un fonctionnement conçu uniquement par des serial entrepreneurs et les offres, on a plein d'offres, je vous en ai mis 2 à l'écran, entre 80 et 290 €, sont toutes un mix de digital. On mutualise notre temps avec d'autres entrepreneurs, on digitalise toute notre science, on a fait énormément de vidéos, et ou bien vous prenez un suivi collectif par groupe de 4, et c'est 80 €, ou bien un suivi individuel, 1 heure par mois. Et pour remercier tous ceux qui sont venus ce matin, nous vous offrons 1 heure d'advisory. J'ai mis 3 advisors à l'écran, sachant qu'à droite, Karine est spécialisée dans les medtech puisqu'elle a déjà levé 200 millions. Merci pour d'être venue ce matin. Sarah, je te passe le flambeau pour pouvoir nous présenter Sharpstone et puis on aura place aux questions à la fin. Ben, merci beaucoup, Alexia, pour cette première partie et toutes les clés que tu nous as partagées. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Donc, ça fait plus de 6 ans maintenant que j'accompagne des entrepreneurs donc sur leur roadmap de financement, donc en particulier non dilutif, mais aussi sur des sujets dilutifs. Je détaillerai ça juste après. Et voilà, tout confondu, et notamment pas mal de deep tech, tout secteur confondu, donc des medtech, biotech, mais pas que. Et j'ai aussi mis Pierre Arthur à l'écran parce qu'il sera aussi votre contact d'entrée pour tout ce qui est prise de rendez-vous et discussion in fine pour toutes les personnes qui ont envie de creuser certains sujets que j'évoquerai aujourd'hui avec vous. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, Alexia a parlé de ce fameux go-to-market qui, quand on est une deep tech, est a fortiori très long. Donc, ça peut être en effet déstabilisant, mais enfin, à partir du moment où vous êtes une deep tech, on est forcément sur un long go-to-market. Comment l'idée maintenant, c'est comment on le dérisque. Et nous, on a plusieurs méthodes, en tout cas plusieurs conseils qu'on applique avec tous les entrepreneurs qu'on accompagne pour dérisquer ce long go-to-market. Le premier point, ça va être vraiment d'optimiser le mix financier dans le sens où il faut vraiment voir le besoin financier pour adresser en fait les sujets de sa startup comme un mix entre dilutif et non dilutif et pas uniquement la levée de fonds en soi. Les VC vont attendre un retour sur investissement. Donc finalement, même si l'argent, entre guillemets, est gratuit au début, c'est à la fin uniquement qu'on va payer ce retour sur investissement et donc pouvoir analyser en fait ce besoin financier comme un mix entre de l'argent cher des VC et de l'argent moins cher non dilutif, donc public, c'est hyper important. Donc ça permet de se dire, bah, si mon besoin c'est 2 millions, je vais peut-être pas lever 2 millions, je vais peut-être lever 1,3 million et compléter les 700 000 avec du non dilutif. Le deuxième point, c'est que ça permet aussi d'allonger le runway à chaque levée de fonds. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque levée de fonds, on va pouvoir faire un effet de levier avec du financement non dilutif. Ça va donc allonger le runway et donner plus de sérénité, plus de temps ou en tout cas plus de réassurance pour atteindre les jalons qu'on s'est fixés. Je suis toujours sur le premier encart, mais voilà, je passe juste après au second. Donc, pour vous donner un exemple un peu de ce que ça représente aujourd'hui sur le marché, il y a encore quelques années, on était sur du 50% de la levée de fonds en non dilutif, avec la conjoncture actuelle qui est voilà, un peu compliquée comme tout le monde peut le voir. On est plutôt sur du 20 à 40%. Mais être une deep tech vous donne quand même un certain avantage parce qu'on peut augmenter un peu ces pourcentages quand on est une deep tech parce qu'on est mieux financé. Le deuxième pilier, c'est valider le product market fit. Donc, en effet, on est une deep tech, donc potentiellement, en effet, on n'aura pas le produit final très rapidement disponible, mais se confronter rapidement aux clients potentiels, c'est très important parce que, comme le disait Alexis en introduction, ça donne de la crédibilité, ça rassure surtout les investisseurs. Et dans une certaine mesure, si on arrive à les commercialiser, ça peut aussi participer dans une moindre mesure au plan de financement. Bien sûr que c'est pas le cas de toutes les deep tech. Nous, on a pas mal d'entrepreneurs qui y arrivent, qui même malgré le fait qu'ils sont des deep tech, arrivent à obtenir des POC qui vont faire payer à leurs clients. Et en fait, ça permet de montrer qu'il y a un intérêt fort pour la solution disruptive qu'on développe, même si elle n'est pas encore aboutie. Donc, on a des industriels ou des clients qui sont prêts à payer, même si le produit n'est pas fini. Donc, c'est quand même un marqueur très fort pour convaincre toutes les parties prenantes à votre projet.
Ensuite, le troisième pilier, c'est la synchronisation des différentes roadmaps. Je détaillerai ça juste après, mais l'idée, en fait, à avoir derrière ça, c'est qu'il faut qu'en fait, on puisse articuler étape par étape le besoin financier qu'on a et en quoi il vient répondre à notre roadmap business et technique. Parce qu'en effet, on a donc la tech qui va se développer avec les premières phases de R&D, le POC, etc., le MVP, etc. Et en parallèle, niveau business, ça va être la même chose. Ça va être les premiers échanges avec les potentiels clients, puis potentiellement les premiers POC, etc., etc. Et donc, l'idée de cette articulation de ces roadmaps, c'est de pouvoir décomposer en jalons intermédiaires ces différentes étapes pour financer étape par étape. Les financeurs et les investisseurs, ils sont là pour financer une phase contre la promesse d'atteindre à chaque fin de phase suffisamment de KPI pour prétendre à une nouvelle levée de fonds, parce qu'entre-temps, la startup va apporter des nouvelles preuves de marché et des nouvelles preuves technologiques, bien sûr. Bah, c'est pour ça que c'est important de paralléliser ces fameuses roadmaps. Donc, ça me fait la transition. Vous les voyez à l'écran, on vous les a mises. L'idée, c'est de se dire, voilà, on a le business qui se développe, le market fit, puis go-to-market, déploiement et jusqu'au scale. Idem pour la techno, avec les phases de R&D en amont, les premiers POC payants ou non, V1, V2, puis les améliorations incrémentales. Et tout ça, ça se finance par différentes phases. Love Money au début, pré-donneur que j'évoquerai juste après, pré-seed, seed, série A. Il faut paralléliser ces roadmaps-là et montrer qu'elles se répondent entre elles et ne pas en fait choisir entre tech et business. C'est vraiment financer intelligemment les deux en parallèle en combinant dilutif, non dilutif. Donc là, j'ai mis la roadmap dilutive, mais finalement, la non dilutive que j'évoquerai juste après vient la compléter parce que finalement, la tech est au service du business et inversement. Donc c'est pour ça que c'est important de l'avoir en tête. Et c'est toujours plus dur de lever énormément d'argent pour financer 5 à 6 ans d'un coup que de lever par partie. Parce que si on... Déjà, c'est compliqué, mais même, mettons, on se met dans l'hypothèse où vous arrivez à lever un très gros montant qui vous permet de financer énormément de phases, ben, en fait, vous allez avoir en face de vous des investisseurs qui vont avoir beaucoup plus d'attentes. Donc, il y aura beaucoup plus de pression et on devra atteindre des jalons beaucoup plus élevés pour ensuite lever derrière. Donc, c'est vraiment important de décomposer ces roadmaps-là par phase. Comment on fait ensuite dans les faits, ça se présente en termes de financement non dilutif pour compléter cette fameuse roadmap de financement. Là, vous voyez en jaune apparaître différents financements non dilutifs. J'ai mis en avant principalement ceux qui concernent les sociétés deep tech. On a la BFT Lab que Impactus connaît très bien, qui est en intégration, qui permet de financer des prestations en dehors de la R&D. L'iLab qui a un concours très prestigieux pour les deep tech aussi très précoces. La Bourse French Tech Émergence. Je ne vais pas tous vous les faire, mais l'idée, c'est de voir qu'en fait, on va avoir des financements qui vont être dimensionnés de différentes tailles, qui vont avoir bah, différents budgets, différents types d'interventions entre subventions, des prêts, des avances remboursables, etc. Donc finalement, ces phases, on peut les compléter avec du non dilutif. Et de la même manière que j'évoquais précédemment, cette décomposition et cette articulation, ces financements, ils viennent s'adosser à du dilutif. Donc, on a des exceptions type iLab qui ne va pas être adossé aux fonds propres, mais généralement, dans la très, très grande partie, les financeurs vont être sensibles au montant de fonds propres pour leur permettre d'abonder en financement dilutif. Les deux s'anticipent et avoir l'idée de justement la roadmap globale et comment je sécurise phase après phase mes différentes étapes, donc en création, un premier rapport de 50 à 60 000 euros, ou la love money du pré-donneur, un pré-seed, par exemple, autour de 250 000 euros, un seed à 2 millions, etc. Bah, comment à chacune de ces phases, je viens activer des financements qui vont permettre de dérisquer. Et je vous ai aussi mis en rouge les financements plutôt fiscaux parce que parfois on peut tendance à avoir à les oublier, mais en fait c'est du récurrent et c'est très important aussi de les maximiser parce que ça vient financer la R&D. Pour le coup, ils sont moins regardants sur tout ce qui est business, donc ça permet aussi d'activer des, des phases de financement intéressantes au fur et à mesure du développement de la boîte. Donc, il faut les anticiper et je verrai ça avec vous juste après sur la slide suivante. Parce que du coup, là, on va voir en pratique comment ensuite, comment ça se passe, comment on fait concrètement pour déployer tout ça, tout ce qui est les fameuses roadmaps, comment les articuler, comment activer les différents financements à chacune des étapes. Bah, typiquement, nous, on accompagne pas mal de deep tech et au fur et à mesure des années, on a pu tirer parti de bonnes pratiques, mais aussi de points de vigilance, de choses à éviter. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que pour activer tout ça, il faut être vigilant et anticiper pas mal de choses.
Le premier point, c'est itérer beaucoup sur le business plan et le business model. Pourquoi? Parce que c'est déjà en allant voir, comme disait Alexia au début, de futurs users que vous allez pouvoir itérer sur votre business model initial. C'est aussi en construisant et en projetant le besoin de financement que vous allez pouvoir construire une roadmap financière par itération qui match en effet avec la roadmap technique et business, ce fameux découpage par phase, et du coup, de ne pas avoir un business plan dès le début sur lequel on ne va pas itérer, parce qu'on le sait tous, c'est des prévisions et ça doit forcément s'affiner avec tout ce que vous allez apprendre au fur et à mesure, et ne pas hésiter à écrire un sorte de document bible qui reprend tous les aspects du projet que vous maintenez à jour pour permettre aux investisseurs, aux clients, parties prenantes aussi de voir ce qui a évolué dans votre réflexion. Le deuxième point, c'est de rencontrer rapidement des VC et des partenaires, tout simplement déjà pour comprendre comment ils fonctionnent, ce qu'ils vont attendre de vous, les retours qu'ils peuvent vous faire et qui vont vous permettre d'améliorer votre pitch et aussi votre stratégie. Les rencontrer dès le début, ça permet aussi de se confronter à leur analyse de manière précoce et toujours d'affiner la stratégie en conséquence. Sortir du cadre recherche. Donc, en fait, l'idée de ce point, c'était de montrer rapidement des avancées sur le projet, même si c'est pas parfait, même si ça marche pas encore en totalité. Donc, pour des chercheurs, ça peut parfois sembler plus compliqué de sortir de ce cadre et montrer des résultats pas encore totalement satisfaisants, mais c'est très important pour montrer les évolutions qu'il y a sur le projet et éviter aussi d'attendre trop longtemps avant de parler à des clients, des potentiels clients et de vouloir attendre la solution parfaite avant de pouvoir travailler sur son business model, son business plan et sa tech. Ensuite, utiliser les prêts d'honneur, je les évoquais rapidement tout à l'heure, mais c'est considéré comme des quasi-fonds propres, donc ça permet de maximiser votre levier. Donc ça, c'est non négligeable. Il y a plusieurs financeurs qui permettent d'obtenir des prêts d'honneur. On pourra voir ça si vous avez des questions, mais l'idée, c'est de justement pouvoir aller les activer pour augmenter ce financement. Et ensuite, profiter de l'écosystème, des incubateurs et des accélérateurs. Ça permet d'être introduit auprès des VC qu'on évoquait juste avant, notamment aussi parfois de VC étrangers. Ça permet de profiter des démodés et de bénéficier aussi du réseau qui va être assez intéressant par rapport à chaque secteur d'activité ou chaque solution en fonction des incubateurs et des accélérateurs auxquels vous vous orienterez. Les points de vigilance principaux, quand on déploie ça dans la vraie vie, on va dire dans le cas pratique, il y a pas mal de choses à avoir en tête, sinon on peut se retrouver bloqué. Le premier, c'est la temporalité des versements. Qu'on soit sur de la subvention ou de l'avance remboursable, généralement, on reçoit les versements en plusieurs tranches. Et dans un plan de trésorerie, ça compte. Si on se retrouve bloqué parce qu'on attend une tranche de subvention et que sans ça, on ne peut rien faire, vous pouvez voir rapidement que ça peut être très problématique. Et en plus de cela, souvent, il y a un laps de temps entre l'accord et le versement de l'argent. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on anticipe dans un plan de financement. Les effets de bord, parce que tous les financements sont interdépendants. On pourra rentrer en détail, mais voilà, il faut vraiment avoir une vision stratégique et macro de tout ce qu'on fait et pas s'éparpiller sur ces sujets-là ou essayer de faire un max de financement en même temps sans comprendre, mais vraiment le faire de manière stratégique. Le ratio entreprise en difficulté, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul, mais parmi les règles qui encadrent les interventions de BPI, il y en a une qui concerne ce fameux ratio. Si on ne le surveille pas, on peut vite tomber dedans. Si on tombe dedans, on n'a pas de financement. Donc, c'est important de le suivre parce que bon, il y a des méthodes pour l'éviter. Et la relation avec le chargé d'affaires, notamment côté BPI. Vous le savez, BPI, c'est une grosse source de financement. Donc, il n'y a pas que ça, mais ça va être quand même une bonne partie des financements que vous allez capter, surtout au début. Donc, c'est important d'avoir une bonne relation. C'est votre sponsor en interne. Et sur les points évités, pensez qu'on peut tout financer avec des fonds publics. Vous l'avez compris, il faut forcément faire entrer des investisseurs, car c'est les levées qui dimensionnent les financements publics. La vision business est très importante parce qu'avoir un discours trop tech, vous l'avez vu, même quand on est une deep tech et en phase early, ça ne permet pas de convaincre tout ce qui va être les investisseurs et les potentiels clients. Et ne pas anticiper les dispositifs fiscaux, comme je le disais, ça s'anticipe pour les maximiser. Il y a pas mal de règles qui vont être quand même assez carrées, vu que c'est les impôts et les finances publiques qui vont être beaucoup plus rigides. Donc, ça s'anticipe aussi dans un plan de financement. Donc voilà, on a essayé de résumer quand même de manière assez rapide pour être synthétique tout ce qu'il faut avoir en tête pour dérouler dans les faits ces fameuses roadmaps et venir les financer et sécuriser ces financements. C'est ce qu'on fait tous les jours, nous, chez Sharpstone. Donc, on est conseiller en financement de l'innovation depuis plus de 10 ans et aussi investisseur en pré-seed seed. On est vraiment un accompagnement global pour les entrepreneurs deep tech notamment.
Bon, tu peux laisser passer les slides, mais globalement, c'est que nous, on va avoir un interlocuteur unique qui va être chargé d'assister l'entrepreneur sur toute la phase. Donc, on les accompagne au début et jusqu'à tant que la boîte existe, il y a toujours des choses à faire. On a plus de 500 clients actifs aujourd'hui. On est plus de 25 consultants, tous ingénieurs, parce que c'est des personnes qui sont techniques et ont de l'appétence pour la finance, pour comprendre des sujets techniques poussés, les expliciter, les vulgariser. Plus de 10 ans d'existence, comme je disais. Sur la partie financement, donc plutôt en fonds d'investissement, on fait à peu près une quinzaine d'investissements par an sur des tickets entre 20 et 100 000 euros. Donc, on a des tickets moyens à 50 000 en pré-seed, seed, plutôt donc sur des sociétés B2B. On a pas mal de biotech d'ailleurs et de medtech et de deep tech globalement dans notre portefeuille Sharpstone Capital. Et voilà, donc pour, on va dire, dans les grandes lignes, j'ai mis aussi quelques références deep tech. Si tu passes peut-être, je crois que c'est dans 2 slides, Oui. Alexia. Et puis ensuite, on Peut-être va pas la passer la parole suivante. Ouais, la parole à Victor. c'est ça. Donc voilà, on a pas mal de références qui, de toute façon, vous aurez la slide juste après en medtech, biotech, mais plus globalement, cyber, santé, etc. On est très agnostique par rapport à ça. Et on accompagne notamment Duoverse, dont Victor CEO est présent aujourd'hui, que je vais introduire pour qu'il témoigne de la recherche de ses fameux premiers clients quand on est une deep tech. Et je te laisse présenter ce qu'on fait chez Duoverse et ce que tu as à transmettre à tous les entrepreneurs présents aujourd'hui. Bonjour tout le Victor. monde. Ouais. Merci beaucoup à Sarah et Alexia de m'avoir proposé de parler ce matin. Donc moi, je suis CEO de Duoverse. On est une startup qui est spécialisée dans la simulation numérique pour les jumeaux numériques. Et du coup, on développe un logiciel qu'on commercialise sous forme de SaaS qui permet de créer des modèles numériques prédictifs très performants, très puissants par rapport à d'autres solutions du marché. Et du coup, ces modèles qui ensuite sont intégrés dans des jumeaux numériques. Donc moi en particulier, mes clients sont souvent donc des grands groupes et avec du coup un panier moyen qui peut être assez important parce que on a une solution qui est assez grosse et qui peut être chère. Donc voilà, donc c'est sur ce thème-là que je vais vous parler. Donc pour nous, les premiers clients, on les a trouvés grâce à notre réseau en fait. Donc le réseau, c'est quelque chose, on peut penser que c'est un peu du piston ou que c'est pas idéal, que le réseau qu'on a avant est imparfait, mais c'est vraiment très important, en particulier dans notre cas. Euh, donc nous, on avait quand même un réseau en tant qu'ancien chercheur qui était important, qui était composé d'un certain nombre d'acteurs de milieux assez différents, mais à la fois du monde académique et de l'industrie. Et donc la première chose qu'on a faite en créant Diover, c'était de recontacter tous ces gens qu'on connaît pour faire plusieurs choses. Donc d'une part, comprendre le besoin, d'autre part, essayer d'obtenir du soutien, voilà, même si on n'arrive pas à trouver des clients parmi ces gens-là, on peut obtenir du soutien, de la crédibilité. Et puis ensuite, essayer de voir qui pourra être intéressé par un POC, donc à un moment où on n'avait pas encore du tout de produit fini qu'on pouvait commercialiser tel quel. Est-ce qu'on peut faire un POC gratuit ou payant qui permet de comprendre vraiment les enjeux, comprendre euh, la manière de travailler de nos clients, leurs besoins, et voilà. Et nous, en interne, être capable de déjà mettre en place un process de vente. Donc ça, c'était la première partie. Et ensuite, à partir de là, en fait, on a continué à construire un réseau qui est beaucoup plus vaste et je dirais encore plus ciblé sur les choses qu'on fait vraiment. Parce qu'évidemment, on est parti d'un moment où voilà, les gens qu'on connaît sont les gens qu'on connaît et ils ne sont pas du tout forcément la cible de ce qu'on va vouloir vendre par la suite. Donc, on a essayé voilà, de commencer à construire ce réseau un peu plus et pour ça, principalement, on utilise LinkedIn et les salons. Donc c'est un travail de long terme
Quand on va sur un salon, il ne faut pas du tout imaginer qu'on va signer un contrat le jour même ou que voilà, on lance direct une collaboration, mais on démarre des discussions, les gens sont intéressés, les gens veulent en savoir plus, et ensuite il faut du coup faire un suivi, continuer, recontacter les gens. Les gens sont très intéressés pour parler, pour comprendre, pour échanger. Et, voilà. Et progressivement, en fait, à partir de là, on arrive à tomber sur, on arrive à identifier des gens qui vont être intéressés pour soit un POC gratuit payant, soit démarrer un, un essai un peu pilote de la solution. Donc ça, c'est voilà, c'est important. Euh, sur nous, nos cycles de vente qui sont très longs, parce que c'est des grands groupes avec des paniers moyens importants, voilà. Il faut construire progressivement et voilà, établir un lien de confiance, intéresser les gens progressivement et, euh, et, euh, et voilà. Et puis au bout d'un moment, sur les milliers de gens à qui on a parlé, quelques-uns débouchent sur voilà, des contrats, des POC, etc. Voilà. Donc, je pense que j'ai atteint Super. le limite du temps. Merci. Oui, merci. Merci Victor pour ce partage. Et puis si tu peux rester dans les questions, peut-être sera Ouais. l'occasion de répondre à d'autres collègues. Merci. On va passer la parole à Johan, Johan Abou, fondateur de Guitare Social Club. Johan, est-ce que tu peux nous indiquer ce qu'est Guitare Social Club avec la genèse technologique de ton projet, ton financement aussi à ce stade? Que, comme Victor, tu as obtenu des financements de la BPI et comment tu as abordé ta mise sur le marché. Bonjour, bonjour à Est-ce tous. que Donc, tu... le Guitar Social Club, c'est une entreprise en fait basée sur de la recherche avec de l'IA. Donc, notre idée, c'était de créer un assistant pédagogique pour les gens qui apprennent à jouer de la guitare. Et de là, on a développé après ce qu'on appelle un correcteur pour permettre à la personne de savoir si elle jouait bien, ce qu'elle était en train de travailler. Donc, toute cette, on va dire, pédagogie, elle a été travaillée au départ sur une idée réelle, c'est-à-dire d'abord sur des interviews que j'ai faites avec des gens quand j'étais dans mon incubateur à la Pleine Image. Donc, je suis carrément allé directement dans la rue à Lille pour interviewer des gens et poser des questions, des gens qui étaient intéressés par la guitare, des gens que j'avais en connaissance, évidemment. Et au fur et à mesure de ces interviews, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin réel et que je suis pas parti sur une idée, on va dire, fantasque. Et puis pour ça, en étant dans un incubateur, j'ai pu me faire guider pour trouver les bons financements. En l'occurrence, on a eu d'abord HDFID, les Hauts-de-France, qui nous ont financé à hauteur de 15 000 euros pour lancer le projet. Puis après, des prêts d'honneur. Et après, bien sûr, BPI France, qui est intervenu avec le fonds Deep Tech. Et on a été lauréat, donc BFTE. Bourse French Tech Emergence, qui nous a permis vraiment de créer le produit dont on rêvait et d'avoir une mise sur le marché, on va dire, qui correspond à une vision et pas quelque chose qui était, comment dire, K1KA, puisque ce K1KA, ce POC, on a pu le faire de manière prévalente, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup d'applications qui nous permettent de créer des outils rapidement et quasiment gratuitement, enfin, ou en tout cas sur des investissements très faibles. Donc ça nous a permis vraiment de tester une idée jusqu'à la mise en réalisation. Et une fois que cette mise en réalisation elle a été faite, cette mise sur le marché, en parallèle, évidemment, on a essayé d'abord de trouver nos clients, à savoir d'abord que vraiment on voulait être une entreprise B2C, mais aussi une entreprise B2B qui adresse vraiment un problème aujourd'hui, c'est-à-dire comment équiper les professeurs et comment faire en sorte que on n'enseigne plus la musique comme dans les années 30, quoi, mais plutôt comme les années 2030. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à, voilà, à équiper les professeurs avec toute la technologie dont ils disposent aujourd'hui pour faire progresser les gens plus vite, qu'ils s'amusent plus vite, qu'ils apprennent. Voilà, la musique, c'est quelque chose à partager et c'est quelque chose qui peut s'apprendre facilement si on y met les moyens. Aujourd'hui, on a réussi, voilà, à trouver nos premiers clients d'abord en B2C, puis après en B2B. Et ça nous a permis d'agrandir petit à petit avec le B2C, de tester notre application, de voir où est-ce qu'il y avait des défauts, de la faire grandir avec des vrais retours clients. Du coup, encore une fois, vraiment se rattacher à ça, ça a vraiment été hyper important pour moi. Et Impactus m'a vraiment beaucoup aidé à rester focus sur trouver mes clients B2C
savoir, entre guillemets, discuter avec eux, dialoguer avec eux pour vraiment leur amener une plus-value, leur faire sentir que c'était important. Et après, agrandir mon spectre vers du B2B, trouver les bons clients, parce qu'on a quand même une notion de temps, de temporalité et de quelque chose de très court. Donc, si on commence à prendre tous les clients qu'on peut avoir, bah, finalement, on se perd. Il faut vraiment focuser sur les clients avec qui on a le plus de chances que ça marche pour que ça marche. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a sélectionné, on va dire, une dizaine de clients, sur l'ensemble du marché, c'est très peu, hein. Au début, on en a beaucoup plus que ça, puis il faut éliminer, jusqu'à trouver ceux qui sont vraiment très proches déjà de notre état d'esprit et avec qui on vise une complémentarité, une synergie qui va vraiment être win-win pour chacun des parties, en fait. Et une fois qu'on a réussi à trouver ça, bah, souvent, on a réussi à délimiter déjà un champ de connaissances, un champ de connexion aussi, un réseau. Et puis à force d'y aller, ben, on arrive à trouver ses premiers clients, à faire ses premiers tests, et puis à avoir de l'argent qui rentre sur son compte et développer son entreprise, son idée, et puis la faire grandir. Merci Johan pour ce témoignage. Si tu veux rester aussi pendant les questions, ce serait vraiment super. Bien sûr. On arrive du coup donc à la partie dédiée aux questions-réponses. Donc la parole est à vous. Vous pouvez lever la main. Ou j'ai vu qu'il y avait aussi des questions dans le chat et on va y répondre avec Sarah. Donc je vais regarder. Euh, alors, j'ai vu qu'il y avait des questions sur le multiple du 140. Enfin, le 140, donc 5 x 7 x 4, c'est le fruit de plein de recherches et d'expérimentations de notre côté. C'est plutôt des chiffres B2B. D'ailleurs, petite parenthèse, les VC investissent quasiment jamais dans le B2C. C'est pour ça notamment que Johan a basculé au B2B. Et donc, le multiple est plutôt B2B que B2C. Oui, vous aurez les slides avec tout ce qu'on a partagé avec Sarah. Euh, du coup, sur le délai, très bonne question, sur le délai moyen de go-to-market, euh, en fait, c'est très variable en ce qui nous concerne, hein. Si vous êtes dans la santé, ça va être peut-être 5, 8, voire 10 ans. Si vous êtes dans une solution comme Johan, ben, finalement, il a pu avoir des clients B2B peut-être au bout d'un an et puis peut-être au bout de là de 2 ans, on va parler de clients B2B. Donc, je dirais que ça dépend de la nature de votre projet. Je ne sais pas s'il y a des questions aussi, Sarah, auxquelles tu veux Ouais, répondre. j'ai vu qu'il y avait des questions sur la BFT Lab. Est-ce qu'elle est conciliable avec la BFTE? Oui, parce qu'en fait, il y en a une qui est anté-création pour une prestation non R&D, tandis que la BFTE, il faut que la boîte soit existante et c'est sur un programme de R&D. Euh, POC, mais pas MVP. Vous parlez de l'appellation, c'est Rodford. C'est de la sémantique. Je ne sais pas si la question c'est l'utilisation du terme, mais oui, en tout cas, POC, c'est plus, on va dire, précoce que le MVP. Sur les Oui, frais c'est-à-dire que le d'honneur, POC démontre ouais, que oui, il y a un Hmm. besoin ou que oui, c'est ça. ça vaut le coup d'aller plus loin, voilà, alors que le Ouais. MVP est presque quand même, c'est une V0, quoi. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, c'était parce que moi, j'ai plus l'habitude des termes en product management quand vous étiez en train d'utiliser le terme POC, je me demandais pourquoi pas utiliser un MVP. Donc, c'était par rapport à ça. Ouais, bah c'est exactement ça. POC, c'est plusieurs leads, donc c'est vraiment les premiers signes, on va dire, d'intérêt. Le MVP est déjà, comme dit Alexis, un peu plus avancé. Et Il y a une donc, question sur l'émotionnel aussi. hein, Comment considérez-vous l'impact émotionnel? Frédéric, est-ce que vous pouvez préciser la question? Moi, c'est un sujet que j'adore, donc je veux bien juste mieux comprendre la question sur l'impact émotionnel. Parce que là, notamment, moi, je vais animer pour la BPI tout un atelier sur le côté émotionnel lié à la levée de fonds. Donc, n'hésitez pas, Frédéric, à compléter votre question. Je pense que ce qui est important, bah, moi, ce que je traduis dans votre question, hein, c'est le besoin d'être extrêmement aligné. Et là où il y a parfois un impact émotionnel fort, c'est que on se projette dans un type de boîte, dans une croissance, l'arrivée d'investisseurs, on va aller chasser des clients, etc. Et on a l'impression de jouer un rôle parce qu'en fait, on n'est pas du tout aligné ou sur les valeurs de la boîte, de ce qu'on vend, ou même sur la stratégie. Et il y a des entrepreneurs qui préféreront être dans un schéma beaucoup plus frugal, de vendre leur expertise plutôt que de devenir CEO, patron d'une boîte avec 3-4 millions de levées de fonds. Donc, effectivement, c'est important de faire cette introspection pour que vous soyez complètement aligné sur vos valeurs, votre envie, et qui ne soit pas l'envie dont vous héritez ni de votre famille, ni de la société, quoi. Mais bon, pour en parler des heures.
Il y a une question sur les prêts d'honneur, Sarah. Je sais pas si tu veux. Ouais. Ouais, du coup, les prêts d'honneur, ça va être des prêts à taux zéro, donc sans garantie et caution personnelle, mais ils vont être faits en fait sur la personne et ensuite injectés en compte courant d'associé dans la structure. Les montants, ils vont varier entre 15 000, 30 000, parfois ça peut monter même jusqu'à 100 000 euros en fonction des organismes. Et pareil, le process pour postuler est variable selon l'organisme. Parfois, ils vont proposer un accompagnement en parallèle du prêt. Donc, généralement, ils prélèvent un montant pour payer cet accompagnement sur le prêt, ou alors, c'est pas forcément le cas en fonction de si vous l'octroyez auprès de Wilco, Réseau Entreprendre ou Réseau Initiative, qui sont les principaux organismes qui en octroient en France. Et c'est en effet considéré comme des quasi-fonds propres pour la BPI, donc c'est pertinent sur les phases très très amont pour, euh, pour maximiser l'effet de levier. Généralement, pour postuler, il y a un rendez-vous avec un jury, un comité où vous pitchez la solution avec un deck. Et ensuite, l'accompagnement, il dépend des organismes. Il y a du mentorat, du réseau, parfois un programme d'incubation, comme je disais. Donc voilà. J'ai une question sur les verticales pendant les phases de POC. Alors pour nous, un POC, il arrive toujours après une phase d'exploration. Donc je vous disais entre 50 et 80 interviews d'exploration. Ces interviews d'exploration du problème à résoudre, donc là vous êtes en phase découverte, va vous permettre, en fonction de vos cibles et de vos verticales, de noter un peu l'intensité du problème du client. Donc premier indice, vous choisirez une verticale où il y a une intensité du problème à résoudre qui est très forte. Deuxième chose, c'est qu'en fonction de ces interviews, vous trouvez le problème à résoudre précisément, vous définissez votre offre. Et la deuxième piste, vous choisissez la verticale où vous pensez que vous avez le plus la capacité à résoudre son problème. Deuxième critère. Petit à petit, vous allez donc choisir une cible où vous avez envie de proposer des POC. Et là, deux façons de choisir parmi ces cibles, celles que vous voulez vraiment attaquer comme verticale. D'une part, quelle est la taille de ce marché? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aussi ce problème? Troisième critère. Et le quatrième, c'est est-ce que ce marché il est accessible? Si vous ciblez des personnes dont le critère qui fait que c'est une cible est difficile à identifier, ou vous vous retrouvez finalement avec des cibles éclatées partout dans le monde, dans des régions où vous n'avez pas de contact, hein, autant démarrer tout de suite par un marché qui est accessible pour vous, ou géographiquement, ou par rapport à vos réseaux, ou par rapport à des fédérations, des annuaires. Hein. Enfin, il faut que ce marché il soit accessible. Donc ensuite, normalement, l'idée, c'est de choisir une verticale avec ce filtre à 4 tamis, de choisir une verticale et d'aller au bout de ce MVP, de ce POC, et puis petit à petit d'aller vers d'autres cibles. Parce que quand on choisit une cible, il faut être monomaniaque, il faut maîtriser cette cible, avoir son vocabulaire, rencontrer tout le monde, qui est du bouche à oreille. Donc vraiment, moi, la recommandation, c'est de faire une verticale, puis si c'est pas concluant, une autre plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous voulez lever la main? Oui, Rod Ford. Oui, du coup, par rapport à tout ce qui était cible et vertical, si j'ai bien compris, si par exemple, par rapport à mon application, si je vise, si je fais tout ce qui est B2B, je dois me concentrer de l'industrie en BTP avant, et ensuite, quand j'aurai exhausté toutes les leads et toutes les ressources que je pense que je peux avoir en BTP, c'est là que je peux changer, de cible en B2B, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Alors, peut-être même qu'au sein du BTP, vous allez peut-être avoir des sous-cibles. Est-ce que c'est les chantiers où il y a des accidents? Est-ce que c'est Hmm, les chantiers plutôt du service public? Enfin, parfois, hmm, une cible, plus elle est précise, plus elle a de chances de marcher. Hein. Quand on, d'accord. quelquefois, on veut parler à tout le monde et finalement, du coup, personne ne nous entend. Donc, il Hmm. vaut mieux être très, très, très précis sur le choix de votre cible. D'accord, d'accord. Ok, merci, ok. Question, vous pouvez lever la main, vous pouvez mettre dans le chat. Il y a des... Oui, alors V, je ne sais pas qui est V. Bonjour, c'est Franck. Bon, je vous ai perdu au moment où est-ce que vous avez dit ingénieur, que c'est uniquement pour des ingénieurs. Moi, je ne suis pas un ingénieur. Je me suis arrêté en troisième, seconde générale, mais ça fait 3 ans que je suis en train de développer une plateforme immobilière. Donc, si vous voulez, je suis mandataire immobilier depuis 5 ans et j'ai vu que bon, bah, les outils qu'on utilise ne sont pas vraiment synchronisés entre eux. Donc, les mandataires,
les plateformes, les apporteurs d'affaires, les acquéreurs, les vendeurs, tout ça, c'est un peu isolé. Donc, moi, j'ai créé une plateforme qui réunit vraiment tout cet écosystème au sein de la même et unique plateforme. Donc, la question c'est, est-ce que vous pouvez vraiment aider une personne à avoir son financement? Parce que ça fait quand même 3 ans que je développe la plateforme et je suis en bootstrap, hein, ça veut dire que j'ai tout payé tout seul avec 3 développeurs. Et là, j'ai plus d'argent malheureusement, mais je cherche quand même des investisseurs. Est-ce que vous pouvez aider ce genre de personnes, ce genre de profil? Bah, là, du coup, oui, en effet, le discours est orienté deep tech, donc dans le sens verrou technologique, science à craquer avant de pouvoir développer une solution. Ça dépend si dans votre cas, la solution elle est déjà commercialisable et que finalement, donc il n'y a pas eu un verrou scientifique à craquer. Vous êtes certes pas une deep tech, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas accès au financement. C'est juste que peut-être ce qu'on a dit est plus spécifique à d'autres types de projets. Mais nous, en tout cas, on accompagne à partir du moment où il y a un sous-jacent tech, vous pouvez bénéficier de certains financements non dilutifs. Et par contre, en effet, le critère de base, ce sera des fonds propres. Donc, la première étape, ce sera en effet de lever des fonds auprès d'investisseurs. Et là, après, ça dépend, on pourra rentrer en détail en discutant. Ça dépend du besoin de la levée de fonds. Donc, sur le budget, les dépenses ensuite que ça va adresser, les types de recrutement, est-ce que c'est pour de la tech, du commercial, etc. Et en fonction de ça, calibrer la fameuse roadmap qu'on évoquait. Donc, nous, en tout cas, si en effet le développement de la plateforme nécessite des techs, etc., il peut y avoir des choses à faire et à partir du moment où vous arrivez à lever des fonds, on peut ensuite activer des financements. Ouais. Donc, on Et pourra en discuter. oui, n'hésitez pas à profiter de toute la proposition de rendez-vous one-to-one pour avoir un diagnostic plus précis Mm. je recherche la slide, pardon, un diagnostic plus précis sur vos projets. Je vais repartager les 2 slides avec les 2 QR codes pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard. Donc, vous avez ici le QR code si vous voulez un rendez-vous d'1 heure sur votre projet et le go-to-market de votre projet. Et puis ici, le QR code pour prendre un rendez-vous avec Sharpstone sur les appels financement. J'ai vu qu'il y avait une question et ensuite on prendra la question de Franck sur POC, puis POC MVP payant, puis récurrence bonne pratique. Juste pour vous. Il y aura un petit problème de micro ou de connexion de la part d'Alexia. Je pense que ça va revenir. Mm. Peut-être Sarah, tu peux peut-être enchaîner Ouais. sur. Oui, oui, je pense qu'elle allait adresser la question sur passer d'un premier POC payant à de la récurrence best practice. Ça va dépendre, encore une fois, bien sûr, de chaque projet, parce qu'il n'y a pas une règle qu'on peut appliquer à tous. Mais nous, ce qu'on voit, en tout cas, avec les deep tech qu'on accompagne, c'est au plus de rétex elles peuvent prendre en amont, au mieux elles peuvent en fait calibrer la réponse qu'elles vont apporter. Donc, passer en effet d'un modèle non récurrent, je ne sais pas, ça peut être au début de la prestation qui permet de montrer de la valeur ajoutée, bah, ça va être important quand même de rapidement pouvoir se dire, OK, mais comment cette prestation, je peux l'inclure dans une solution plus globale? Et si on n'a pas parlé, pris des rétex, itéré avec les potentiels clients, potentiels prospects, etc., bah, on ne peut pas savoir exactement comment l'adresser et comment pouvoir packager quelque chose qui soit plus récurrent, soit sous forme de logiciel ou d'une offre voilà, qui va pouvoir être permettre de la récurrence sur le chiffre d'affaires, donc typiquement avec de l'abonnement ou autre. Ça peut passer bien sûr par d'autres choses, mais moi je dirais que le point clé, c'est récolter un maximum de retours d'expérience des utilisateurs, des personnes qui payent vraiment pour la solution, pour voir comment on l'intègre de la meilleure des manières Si je, pour la si- rendre récurrente. si je peux Ouais. compléter, oui, ça va dépendre effectivement évidemment du problème que vous aidez à résoudre et de la solution que vous avez mis en place. Et ça va être plus ou moins facile en fonction de ça. Par exemple, si vous êtes sur le bilan des entreprises, c'est un truc qui arrive une fois par an, quoi. Donc, mettre du récurrent là-dedans, alors peut-être de manière annuelle, ok. Si vous êtes sur quelque chose qui se passe toutes les semaines, vous résolvez un problème qui arrive toutes les semaines, et ben là, la récurrence, ça va être beaucoup plus évidente et vous allez plus facilement pouvoir switcher sur un modèle voilà, récurrent en termes de business model. Disons que l'avantage du récurrent aussi, c'est que ça permet d'avoir un bac à sable dans lequel on peut vraiment expérimenter.
Moi, avec le Guitar Social Club, d'avoir justement du public en B2C, ça m'a permis vraiment d'améliorer ma solution et au fur et à mesure de vraiment comprendre, parce qu'on a une intuition, on a des retours interviews, on crée quelque chose, et une fois qu'on a créé quelque chose, il y a quand même l'attente des gens qui est à satisfaire, et les gens sont très très exigeants, ils sont vraiment beaucoup plus exigeants que ce qu'on peut imaginer, ils sont très piqués sur de nombreux détails qui peuvent nous échapper quand on est dans le creux de la vague. C'est-à-dire qu'on a déjà mis tout ce qu'on avait, on est en train de réfléchir, vraiment, on ne sait pas trop par quel bout prendre le chemin. Il faut vraiment anticiper ces phases, je dirais, de ne pas tout mettre et de savoir viser petit à petit pour de l'évolution. Parce qu'en fait, même si on pense que le produit est parfait, il ne sera jamais parfait pour des clients. Et ça fait vraiment une grosse différence d'avoir un ressort et puis d'avoir aussi ce ressort qui est alimenté par les gens qui sont vraiment en train d'essayer votre solution et vraiment de vous dire bah, c'est bien, mais non, ça va pas. Moi, je ne l'envisage pas comme ça. Les habitudes qui sont prises par le public, par exemple, avoir un lecteur vidéo dans votre application, ça souscrit à être habitué. Tout le monde est habitué à YouTube. Donc, YouTube a défini une norme. Et si votre lecteur vidéo ne suit pas la norme YouTube, ben, en fait, vous allez à l'encontre de beaucoup de problèmes bêtes qui vont mettre des freins à l'achat dans votre application. Donc, ce sont plein de petits détails d'usage dans votre application ou dans ce que vous allez mettre en vente qui vont permettre aux gens de s'identifier et de ne pas rompre, comme on disait tout à l'heure, avec leurs habitudes et rester dans quelque chose qui ne leur demande pas trop d'efforts. Voilà, c'est vraiment une clé, je pense, de l'évolution d'un produit. Arriver à minimiser l'effort de la personne pour qu'elle ne change le moins ses habitudes possible, pour qu'elle se sente tout de suite à la maison. Et du coup, que votre solution technologique, elle ait vraiment un sens pour elle, que ce soit pas quelque chose de fantomatique et qui est réservé, on va dire, à une élite qui peut comprendre ce qu'il y a décrit dans votre application. Merci, Je vois. Johan. Ah Je vois bah, qu'il y a V qui pose une question. Ah, pardon. Merci, Romain. Oui, bonjour, je suis Vincent Poyer, CEO de la startup Neophoria. Je vous remercie Alexia et Sarah pour vos présentations. J'ai une question concernant la traction marché. Donc nous, on est une startup qui développons une technologie de circuit électronique ultra flexible et étirable sur élastomère. Et notre premier marché est l'authentification digitale des articles de maroquinerie de luxe. Nous avons déjà un pilote avec une maison de luxe du groupe Richemont et là, on est en phase de collaboration avec une grande maison du groupe LVMH. Et j'aimerais savoir, est-ce que ces deux gros pilotes avec deux maisons est suffisant pour prouver une traction marché ou faut-il encore faire d'autres pilotes? Dites-moi, à partir de combien de clients on peut prouver une traction marché? Ouais, je dirais, enfin, en tout cas, si je peux répondre rapidement, je te laisserai Alexia compléter. Il n'y a pas de règle, encore une fois, hein, ça dépend de chaque projet. Il n'y a pas un chiffre qui peut marcher pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est très rassurant par rapport aux premières briques. Si on est au début et qu'on a déjà deux premiers POC, c'est très intéressant, surtout si c'est sur la cible, comme disait Alexia, précise que vous visez, parce que ça montre que sur cette cible-là, bah, il y a déjà des premiers intérêts. Et finalement, après, faut jamais s'arrêter, entre guillemets, parce que votre produit il va évoluer, vous allez arriver au produit qui va avancer. Bah, finalement, ces POC, vous allez peut-être les commercialiser et après peut-être vendre à un autre prix, etc. Donc, en fait, c'est de la continuité. Il ne faut pas le voir comme je fais un nombre de pilotes et c'est décorrélé du reste. C'est qu'en fait, ça permet d'avancer sur les fameuses roadmaps et le produit et ensuite bah, d'avoir le produit final que vous allez vendre, etc. Donc, c'est des POC qui, à la fin, deviennent vos clients. C'est toujours le plus intéressant. Donc, je dirais que plus vous en avez, plus a priori vous aurez de clients après, quoi. Alors, en effet, c'est vrai, quand je parlais de traction marché, j'ai oublié de rajouter un acteur qui est l'investisseur. Clairement, moi, j'échange avec des investisseurs et au départ, par exemple, seulement le groupe Richemont m'a dit, c'est pas une traction marché, peut-être c'est qu'un besoin pour ce groupe-là. Maintenant que je suis chez LVMH, est-ce que pour ces investisseurs-là, parce que là, on doit lever cette année, c'est suffisant ou je dois encore prouver aux investisseurs de la traction marché? Voilà. C'est vrai que c'est pour Pour lever moi, les fonds. c'est pas tant le nombre de pilotes, c'est aussi l'étendue du pilote, c'est-à-dire combien d'utilisateurs, combien de et surtout quels sont les résultats. En fait, la traction, elle va venir d'une volumétrie de POC, c'est-à-dire est-ce que il y a 100 personnes chez LVMH qui ont utilisé, est-ce qu'il y a 10 000 produits qui ont été sortis, ou effectivement est-ce que c'est 3 sacs à main qui ont été faits, parce qu'il faut savoir que les grands groupes testent énormément de choses. Je vois l'exemple dans l'alimentaire, Franprix, Monoprix ont à peu près testé tout ce qui se fait
en matière de restauration rapide sur tout ce qui est grignotage, goûter, bar, etc., il y en a extrêmement peu, en fait, qui ont décollé. Donc, c'est dans les stratégies des grands groupes de faire plein de POC, mais c'est pas pour ça. Pour eux, ils apprennent beaucoup aussi, hein. Donc, effectivement, je suis assez d'accord avec ce qu'on dit Vovici. Et on voit, alors, pas dans les deep tech, mais par exemple, dans les boîtes tech, en dessous de 20-30 000 euros de MRR, les investisseurs n'y vont pas. Alors, les deep tech, c'est autre chose. Mais on voit qu'il faut, oui, il faut du volume et de l'attraction, c'est aussi l'accélération, quoi. Si c'est juste deux POC, effectivement, c'est un super début. Mais quels sont les résultats et pourquoi vous n'en avez pas un troisième? Ça peut être une question. Et surtout, un bon indice pour des investisseurs, et ça, ça va être ton boulot, c'est-à-dire que pendant le POC, il y a un moment où le client va peut-être se poser la question de signer un vrai contrat. Et Ouais. donc, il faut que tu aies une lettre d'intention ou quelque chose comme ça. Ça rassure énormément les investisseurs. Ok. C'est-à-dire que le POC, Je vous propose c'est qu'on en train de bien se passer. Ouais. Oui. Je vous propose qu'on continue encore un petit peu les questions, même si on a dépassé le temps pour ceux qui ont levé la main. Franck, du Merci coup, beaucoup. tu as relevé la main? Franck, vous avez relevé la main ou c'était bon? Ok. Alors, on va prendre la question d'Anne. Bonjour Sarah, Alexia, merci à vous pour cette présentation, c'est très intéressant. Moi, je suis cofondatrice d'une plateforme d'anticipation et d'aide à la décision en gestion de crise. Donc, on intervient sur plusieurs niveaux et donc nous sommes à l'heure actuelle uniquement en fonds propres. On n'a encore fait aucune subvention, aucun prêt et aucune levée de fonds. Nous avons dépassé le stade du POC. Nous en sommes à la fin du MVP qui va être commercialisé fin février, début mars au plus tard. Et donc, ma question est la suivante. Nous avons déjà fait une étude de marché auprès de clients potentiels qui sont notre cible première. Pour autant, on ne sera pas uniquement sur un seul secteur d'activité. Ma question est la suivante. De quelle façon et comment, en termes de tarifs, on se positionne lorsqu'on arrive avec un MVP? Effectivement, on a déjà réfléchi, on a fait une analyse de ce qui se fait en termes de tarification, même si sur notre domaine, il y a très peu de concurrence. Quoi qu'il en soit, on a fait quand même une évaluation du coût de notre application et de combien on voudrait la citer en termes de rémunération au niveau des abonnements. Pour autant, quand on est en phase de MVP, l'outil, vous en parliez tout à l'heure, évolue au fur et à mesure. De quelle façon, par rapport à votre expérience, vous avez pu voir les évolutions tarifaires des plateformes mises à disposition? Merci pour votre retour. Alors, je vais prendre la question. Moi, j'ai une approche extrêmement décomplexée par rapport à ça. Donc, on a vu tout à l'heure que les clients voyaient toute innovation comme une prise de risque. Si vous êtes plusieurs possibilités, si vous êtes plus cher que l'habitude du client, je prends l'exemple du plastique recyclé. Il y a des technologies qui permettent de faire du plastique recyclé avec des aussi bonnes qualités que du plastique pétrochimique, mais à un prix qui est supérieur. Mais là, en fait, c'est même pas la peine parce que personne ne va mettre plus cher que ce qui fonctionne aujourd'hui. Ils ne veulent pas changer d'habitude pour du plus cher. Ensuite, si vous avez super faim, c'est-à-dire il vous faut absolument un ou deux premiers MVP parce que derrière, comme on a expliqué avec Sarah, c'est toute une suite d'événements où il faut bien commencer par quelque chose. N'hésitez pas à faire du gratuit, il n'y a pas de mal à ça. Le tout, c'est de ne pas faire trop de gratuit, mais nous, on a toujours commencé nos boîtes par faire du gratuit, ce qui vous permet d'avoir des premières références, des premiers KPI qui démontrent que vous avez de la valeur ajoutée, et puis ensuite, petit à petit, vous allez augmenter vos prix. Ça m'est arrivé plusieurs fois de doubler les prix 4 fois de suite. C'est pour ça que je vous dis, ayez une approche décomplexée. Il ne faut pas trop théoriser le machin. Il faut aussi voir quel prix vous pensez que la personne en face est prête à mettre. Et puis, il faut se lancer et se jeter à l'eau. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si Sarah a la même genre d'approche, mais nous, on fonctionne comme ça. Ouais, en fait, nous, sur les boîtes qu'on accompagne, bon là, si on parle hors deep tech, de toute façon, à partir du moment où on prouve la valeur ajoutée et la solution devient indispensable, et qu'en plus elle se développe, ben, on a des arguments pour justifier que le prix se développe aussi. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est que généralement, les boîtes qui marchent, elles augmentent forcément le prix au fur et à mesure. Donc, oui.
Donc, ça veut dire que vous préconisez d'abord une approche tarifaire gratuite, mais pendant une période donnée, j'imagine, et par la suite, ça passe payant. Ou Oui, c'est c'est pendant une période donnée, ou alors c'est vos tout premiers clients. Mais encore une fois, ça dépend tellement parce que parfois le gratuit peut aussi donner une mauvaise image. Donc ça peut être effectivement un premier essai sur un périmètre restreint. Et si cet essai est concluant, alors vous passez à une tarification modeste, etc., etc. Et ne soyez pas gênant d'avoir quelques clients qui seraient peut-être dans certains marchés, hein, mais gratuits à vie, parce que en fait, vous avez besoin d'amorcer la pompe. Donc voilà, ça vous donne un certain nombre de pistes. Moi, je me Merci. permets Que je vous propose. Je me permets juste de rajouter un petit truc pour le prix et la tarification. Je dirais que le plus simple, à mon sens, c'est si vous avez une application, c'est de toute façon de faire un bêta-test. Et dans ce bêta-test, pour vérifier si l'application marche, de demander à vos bêta-testeurs combien ils seraient prêts à payer pour ça. Nous, ça nous a beaucoup aidé et ça a permis d'avoir un prix voilà, relativement clair tout de suite. Et on a appliqué ce prix et très clairement, à chaque fois que j'en parle avec des clients, ils trouvent ça, c'est ce qu'il faut. Et je pense que c'est le bon prix à trouver, c'est ce qu'il faut. Donc c'est les gens qui déterminent le bon prix en fait. C'est pas nous. C'est vraiment le client qui détermine le bon prix et demander vraiment ça coûte rien et vous serez surpris. Des fois les gens valorisent bien plus le travail qu'on fait que ce qu'on peut croire. Et des fois, ils le dévalorisent parce qu'ils ont accès à quelque chose de gratuit à côté pour faire exactement la même chose. Donc c'est vraiment selon votre secteur. S'il y a déjà des solutions qui existent, qui vont gratuitement offrir ce que vous proposez, bah là, il n'y a pas de match, vous ne pouvez pas lutter. Et s'il y en a d'autres, s'il n'y en a pas, bah là, vous avez quelque chose à négocier. Et puis au fur et à mesure, voilà, vous augmentez. Et je pense qu'il n'y a pas de mal à augmenter un prix. On perd les gens qui ne sont pas vraiment amoureux de notre produit, donc c'est pas très grave. Au fur et à mesure, on arrive à délimiter le bon cercle d'utilisateurs. Voilà, donc une approche très progressive dans tous les cas. Merci à tous. On va clôturer cet événement. C'était un plaisir de co-animer avec Sarah. Merci Victor, Johan aussi pour les témoignages. Merci d'avoir été aussi nombreux. On vous enverra le replay et également nos coordonnées et les liens si vous voulez avoir une session plus individuelle. À très bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée, Plein merci de à bonnes tous. choses Au pour vos revoir. projets. Au revoir. Au revoir. Au revoir.